Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Conduite avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 87e émission de Et si on parlait de sport ? Avec Laurent Garnier, nous sommes ravis de partager avec vous notre passion pour le sport et surtout de donner la parole à ceux qui le font vivre. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semperconnect et LG Consultants qui nous accompagnent pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 87e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Annie Cressac, nouvellement élue à la présidence du comité départemental de Haute-Garonne de rugby, David Setbon, entraîneur de tennis au club d'Aussonne, Mathieu Sapin, skipper de course au large, Henri Broncan, ancien entraîneur et manager de nombreux clubs de rugby français, et Bernard Pujol, vice-président du GDOS 31. Bonjour à toutes et tous, merci de nous rejoindre pour cette émission. En première mi-temps, nous mettons en avant le rugby amateur en Haute-Garonne avec une élection historique. Annie Cressac devient la première femme à présider le comité départemental de rugby, plébiscité par 88,26% des clubs pour un mandat de 4 ans. Son élection marque une avancée pour la mixité dans ce sport. Soutenir les clubs, développer la détection des talents chez les filles et les garçons, promouvoir l'arbitrage et la santé des joueurs tout en intégrant le rugby dans les écoles et les quartiers. Le développement du rugby à 5, à 7 et en entreprise est aussi au programme avec un nouveau plan d'orientation stratégique prévu pour 2025. Des objectifs pour 2024-2028 clairs pour Annie Cressac, avec qui nous aborderons aussi l'actualité rugbystique internationale et le tournoi destination, dont le match Angleterre-France de samedi dernier qui a tenu toutes ses promesses. Restez avec nous pour découvrir comment cette dynamique va transformer le rugby en Haute-Garonne. Et en deuxième mi-temps, nous avons le plaisir d'accueillir un passionné de la petite balle jaune, un homme pour qui le tennis est bien plus qu'un simple jeu. David Setbon, surnommé le Bison, est avec nous pour partager son expérience unique sur les cours et au-delà. Débutant le tennis à l'âge de 7 ans, David a gravi les échelons pour jouer en National 4 aux côtés de grands noms comme Frédéric Fontan et Jérémy Chardy, dont il a été le sparring partner. Mais David, c'est aussi un éducateur passionné. Depuis plus de 12 ans, il transmet son savoir au tennis club Aussonnais, où il forme les joueurs de tous âges, tout en préparant les équipes de tournoi. Auteur du livre L'influence des émotions, il explore comment son ressenti influence nos performances sportives, un sujet qu'il maîtrise autant que sur le plan théorique que pratique. Avec David, nous allons parler de l'évolution du tennis, de ses souvenirs sur le circuit, mais aussi de l'actualité brûlante, la victoire récente de la France face au Brésil en Coupe Davis. Restez avec nous, ça promet d'être passionnant. Mais avant de donner le coup d'envoi de cette 87e émission, place à l'avant-match. Et si on parlait de sport, avant-match. Place aux principaux résultats sportifs de la semaine avec toi Laurent et on va parler de tennis. Et oui, on débute par le tournoi ATP 500 de Rotterdam aux Pays-Bas. Carlos Alcaraz est venu à bout d'Alex Minor, 6-4, 3-6, 6-2, dimanche en finale. C'est le premier titre de la carrière de l'Espagnol en indoor. Passons au tennis de table avec le WTT Grand Smash de Singapour. Seul joueur non chinois qualifié en demi-finale en simple. Alexis Lebrun n'a pas fait le poids face au jeune Lin Chidong, deuxième mondial samedi dernier. Le Français s'est incliné en 4-7, 8-11, 10-12, 7-11 et 11-13. Et en double fin de parcours pour Alexis et Félix Lebrun, battu par les Chinois Wang Chukeng et Ling Chidong vendredi dernier, 1-3 en demi-finale. La deuxième paire française, présente elle aussi en demi-finale, a été éliminée. Esteban Dor et Florian Bourrasso se sont inclinés 3-1 face aux Taïwanais Ling Yunju et Kao Chengjui. On passe à l'escalade maintenant avec le championnat de France qui s'est déroulé à Anse dans le Rhône. Pour sa première compétition depuis les JO de Paris 2024, Oriane Berton s'est offert son 3e sacre national consécutif dimanche. Adrien Lemaire, lui, s'est imposé pour la première fois au championnat de France. Quelques mots de ski de boss avec la Coupe du Monde à Deer Valley aux États-Unis. Perrine Lafont n'est pas passée loin de la victoire jeudi dernier en single. La Française a manqué la gagne pour 1,12 points face à l'Américaine Jelinkov, 80-75 contre 79,63. La skieuse ariégeoise conserve toutefois le dossard jaune de leader du classement général. Dans le tableau masculin, Benjamin Cave a terminé 3e derrière le japonais Ikuma Orishima et le kazakh Pavel Kolmakov.
C'est le 5e podium de l'hiver pour le Français qui confirme sa très belle saison et sa 2e place au classement général. En ski freestyle maintenant, la Coupe du Monde à Aspen aux États-Unis, bien partie avec un saut à 95-75 points lors de son premier run en finale du Big Air jeudi. La Française Tess Ledieu a chuté lors de ses 2 autres essais et termine 5e. La Canadienne Megan Oldman s'est imposée. Passons maintenant au snowboard freeride avec la Coupe du Monde à Kicking Horse au Canada. Le triple champion du monde de freeride Victor Delerue a décroché son 2e succès de la saison en 3 étapes. Un autre podium tricolore est à souligner, la 2e place de la Française Anna Martinez derrière l'Australienne Makiela Davis-Mian. On passe au ski cross maintenant avec la Coupe du Monde qui avait lieu à Val di Fassa en Italie. La Française Marielle Berger-Sabatel a signé son 3e podium de la saison en prenant la 2e place derrière les Canadiennes Marielle Thompson et devant Courtney Offos. La Française a récidivé dimanche en prenant la 2e place, cette fois derrière l'Italienne Jolie Galli. Elle est désormais 4e au classement général. Passons au ski alpin homme avec les championnats du monde à Saalbach en Autriche. Parlons du Super G avec le Suisse Marco Odermatt qui a écrasé le Super G vendredi dernier en repoussant à 1 seconde l'Autrichien Raphaël Hazer. 2e, le Norvégien Adrian Smizet-Sejersted complète le podium. Et en descente, après Marco Odermatt vendredi sur le Super G, c'est un autre Suisse qui s'est imposé lors de la descente dimanche dernier, auteur d'une très grosse manche. Franjo von Almen, 23 ans, a remporté la course du jour devant l'Autrichien Vincent Krischmaier et son compatriote Alexis Monet. Le meilleur Français, Nils Allègre, termine 10e. Toujours en championnat du monde, mais pour les femmes, toujours en Autriche, Super G devant son public, Stéphanie Venier a remporté jeudi le Super G juste devant l'Italienne Federica Brignone et un duo en 3e position, l'Américaine Lauren Makugja et la Norvégienne Katja Vitskov. La meilleure Française Laura Gaucher termine finalement 13e. En descente, c'est l'Américaine Breezy Johnson qui a remporté la descente samedi. La skieuse de 29 ans a devancé l'Autrichienne Mirjam Pechner et la Tchèque Esther Ledeka. Parlons maintenant du paraski avec les championnats du monde à Maribor en Slovénie. Arthur Bauchet a remporté son 11e titre mondial dimanche dernier, accompagné sur le podium du géant par Jules Seger, 3e, et à Pokjuka, Benjamin Davier est vice-champion du monde en biathlon. Alors là, Pauline, on va passer du snowbike. Alors snowbike, c'est en fait du vélo sur la neige. Et il y avait des championnats du monde à Châtel. Et c'est un Français, Vincent Tupin, qui est médaille d'or du Super G. Pierre Thévenard et Cédric Gracia complètent le podium sur un sublime triplé tricolore. Toujours en sport d'hiver, cette fois c'est du hockey sur glace femme avec le tournoi de qualification olympique. 2 jours après avoir été corrigé par le Japon 7-1, l'équipe de France féminine s'est relancée dans la course à la qualification pour les JO 2026 en battant la Chine samedi 4-1. Et chez les hommes, il y avait aussi du hockey sur glace avec un match amical de l'équipe de France qui s'est imposé vendredi face à l'Autriche 5-2 lors de la première journée du tournoi des 4 nations d'Oslo. Il y avait aussi de la division 2, la 17e journée, Montpellier qui bat Anglette 2 9-0 et Toulouse-Blagnac qui s'incline, elle, 3-5 face à Valence. Passons au basket homme avec la 25e journée d'Euroleague. L'Asvel a une nouvelle fois chuté mardi face à l'Étoile Rouge de Belgrade 73-66. Monaco s'en sort face aux Espagnols de Vitoria 92-85 et enchaîne une 3e victoire d'affilée et Paris a été dominé à domicile par l'Olympiakos Le Pirée 90-73 mercredi lors de la 25e journée d'Euroleague. Jeudi, le Bayern a surclassé l'Asvel 76-67. Paris s'est imposé sur le terrain de Bologne 83-77. Monaco est tombé à domicile 69-86 face aux Partisans Belgrade en clôture de la 26e journée d'Euroleague. Et en ce qui concerne la 18e journée d'Eurocoupe, Bourg-en-Bresse s'incline 98-100 contre Valence sur le fil et n'accède pas aux playoffs en Eurocoupe. Il y avait du basket chez les femmes avec les qualifications pour l'Euro 2025. L'équipe de France féminine a étrillé l'Irlande jeudi à Chalon-sur-Saône 125-24, signant la plus large victoire de son histoire pour valider officiellement sa place au championnat d'Europe du 19 au 28 juin prochain. Les Bleus ont déroulé face à Israël aussi dimanche et ont ainsi achevé leur qualification pour l'Euro pour une 6e victoire en autant de matchs 100-39. En handball cette fois, pour la Coupe de France, Limoges se qualifie pour les demi-finales 33-30 face à Saint-Raphaël. Le Paris Saint-Germain élimine Nantes au tir au but 40-39. Double tenant du titre, Montpellier, tombeur de Pays d'Aix 33-31, Chambéry, vainqueur de Dunkerque 28-24, compose le dernier carré de la compétition. En volley féminin, la Ligue A féminine Saforel Power 6, 20e journée, Quimper bat Béziers 3-7-2. En volley masculin et la Coupe de France au terme d'une soirée animée en Coupe de France de volley, Toulouse, Tourcoing, Montpellier et Chaumont ont validé mardi leur ticket en demi-finale. Chaumont n'a fait qu'une bouchée de Saint-Jean-d'Iliac
3-0, tandis que Montpellier a disposé de Tours à domicile 3-0. Dans le même temps, Toulouse a dominé Saint-Nazaire 3-0 et Tourcoing est venu à bout de Poitiers 3-0. Et pour la 20e journée de Marmara Spike League, le leader Chaumont s'est facilement imposé contre Narbonne 3-0. Montpellier a battu le Plessis-Robinson après avoir perdu le premier set 3-1 et Toulouse a perdu à Cannes 3-1. Il y avait du football féminin avec la Coupe de France et un quart de finale. Le Havre finalement a battu Toulouse 2-1. En football masculin cette fois, il y a la 21e journée de Ligue 1, victorieux de Montpellier 2-0. Strasbourg revient à seulement 3 points d'une place européenne. Rejoué en fin de match par Toulouse, 2 partout dimanche. Auxerre enchaîne un 9e match de Ligue 1 sans succès. Et pour la 21e journée de Ligue 2, en déplacement à Rodez, Bastia l'a emporté 2-0. Il y avait du rugby, Pauline aussi, le tournoi Destination avec 8 jours après son large succès contre le Pays de Galles, 43-0 en ouverture du tournoi Destination. L'équipe de France a été battue d'1 point samedi à Twickenham, 25-26, au bout d'une rencontre qu'elle n'aurait jamais dû perdre. Il y avait aussi le tournoi Destination pour les moins de 20 ans. Indisciplinés, les Bleuets se sont inclinés en Angleterre 27-10 en encaissant 3 essais. Et pour finir, en Pro D2, 19e journée, Grenoble s'est défait du piège tendu par Colomiers 36-24. Oyonnax a subi la loi du plus fort sur le terrain du Dauphin Béziers 26-15. Et Montauban a facilement disposé d'Agen 36-14. Parlons maintenant d'équitation avec le Grand Prix Audi 5 étoiles de Bordeaux. Le champion de France Cédric Hurel sur Fantasio a remporté ce dimanche le Grand Prix. Dans un barrage à 4, il s'est imposé devant l'Autrichien Max Kühner et le Belge Pieter de Vos. Et pour tous les amoureux de moto et d'endurance, l'enduro pâle du Touquet, le Britannique Todd Kellett sur Yamaha a remporté dimanche la plus grande course sur sable du monde qui fêtait ses 50 ans pour la 3e année de rang. Le Français Milko Potizek sur Yamaha et Lars Van Berkel sur Honda complètent le podium. Et pour conclure ces résultats de la semaine, parlons de voile avec le Sail GP de Sydney, de retour après avoir manqué les 2 premiers week-ends de la nouvelle saison de Sail GP. Les Français ont réalisé des débuts encourageants samedi à Sydney à bord de leur nouveau F50, deuxième de la 4e course du jour. Ils pointent à la 3e place à 10 points des Australiennes très à l'aise chez eux. Merci pour ces résultats et nous enchaînons avec un point sur le Vendée Globe en compagnie de Mathieu Sapin, skipper course au large, qui nous livre ses analyses sur la course et les arrivées qui se succèdent au Sable d'Olonne. Et si on parlait de sport, la chronique. Et voilà, nous on se retrouve dans cette chronique Vendée Globe, la numéro 3 avec Mathieu Sapin. Et on va poursuivre notre décryptage de la course, les arrivées qui s'enchaînent maintenant sur ce Vendée Globe avec Mathieu. Mathieu, ça va ? Oui, bonjour, ça va très bien. Bon, alors Mathieu, quelle est la suite depuis donc on s'est quitté lundi dernier, mardi il y a eu des arrivées. Est-ce que tu peux nous parler un peu des suivants, ceux qui viennent de franchir la ligne ? Alors, dans la liste, la semaine dernière sont arrivées la franco-allemande Isabelle Joschke, suivi de Jean Le Cam, Jean Le Cam qui était le doyen de la course avec 65 ans et qui a devancé de peu Konrad Coleman, le néo-zélandais. Il s'est passé ensuite quelques jours sans arriver avant de voir un Italien, le Giancarlo Pedotti, suivi également d'assez près par Guirec Soudé. Guirec Soudé, c'est un pur aventurier breton qui a déjà fait plusieurs traversées de l'Atlantique à la rame avec sa fameuse poule Monique et puis qui était allé également en voilier à l'épaule. Donc là, sur le Vendée Globe, il n'avait pas emmené la poule Monique. et puis derrière Guirec sont arrivés ce week-end le japonais Kojiro Shiraishi, suivi de très près par la Benjamine du Vendée Globe. Donc tout à l'heure, on avait le doyen avec 65 ans et la Benjamine, c'est Violette d'Orange et elle a tout juste 23 ans. La particularité d'être sur l'ancien bateau, justement, de notre exactement. Elle est sur l'ancien bateau de Jean Le Cam et Jean Le Cam est son mentor puisque Jean Le Cam l'a prise sous son aile depuis 3 ans pour lui donner un petit peu tous les bons tuyaux pour préparer le Vendée Globe et puis surtout être au départ et être à l'arrivée. Donc elle est 25e et après il y a d'autres arrivants. Il y a eu 2 autres bateaux qui sont arrivés hier après-midi. Il y a Louis Duc qui est pareil avec une sacrée histoire d'aventurier parce que Louis il a récupéré il y a quelques années un bateau qui avait brûlé il y a 5 ans. Donc il faut c'est un peu à l'image d'une maison qui prend feu. Il a récupéré un bateau en sale état qu'il a fallu
sur lequel il a fallu faire pendant quasiment 1 an de chantier, poncer, meuler, couper, changer tout ce qui était abîmé et reconstruire autour. Donc il a, au lieu de partir sur un bateau neuf avec un budget qui explosait, il est parti dans l'autre sens. Il a dit le bateau peut encore naviguer. Bon, certes il y a du boulot, on va se retrousser les manches et on va y arriver. Donc c'est une sacrée performance. Et derrière lui, le dernier arrivant de la semaine, c'est Sébastien Marcet, qui termine 27e. Alors justement, avec tous ces arrivées-là, on en a une qu'on a particulièrement retenue, on en parlait, c'est cette jeune femme, Violette d'Orange. Donc quel impact selon toi sur le Vendée Globe peut avoir le parcours de Violette en tant que femme sportive et jeune aventurière de 23 ans en ayant réussi une performance remarquable? Alors écoute, elle a une trajectoire qui est inspirante et pour toutes les personnes, d'abord elle est souriante, même quand c'est compliqué, elle n'oublie pas qu'elle est en mer et que c'est une vraie passion pour elle, donc ça doit être un plaisir. À côté de ça, c'est un parcours qui est inspirant pour les femmes en général, pour les petites filles qui se disent je peux y arriver, il n'y a pas de raison que j'y arrive pas. Et puis pour le Vendée Globe, c'est quel meilleur auditoire que démontrer et finalement de se mettre en avant que le Vendée Globe peut aussi bien être couru par des hommes que par des femmes. C'est un sacré personnage. Faut savoir pour les auditeurs que c'est une jeune femme qui vient de la voile olympique, puisque d'après ce que j'ai lu, elle a été championne du monde, je crois, en 4-7, non? En 420, oui, chez les jeunes, dans les petites catégories. Alors, petite catégorie, elle avait 15 ans ou 16 ans quand elle a été championne du monde en 420. Elle vient effectivement de la voile olympique. Elle a commencé toute petite sur un optimiste, et puis qui sont les tout petits bateaux avec une coque assez carrée. Et puis elle a gravi les supports les uns après les autres. Après le 420, elle est partie faire la mini transat. Puis ensuite elle a fait du Figaro pendant 3 saisons avant de se consacrer à son projet Vendée Globe. Donc c'est une vraie ascension rectiligne. Rien ne l'arrête, mais elle est super bien entourée. Donc là, elle a débarqué hier. Elle va démarrer un ultramarathon médiatique, je pense, pendant quelques jours, et on va la voir un peu sur tous les écrans et sur tout type d'émissions. Mais c'est parfait parce que, écoute, c'est aussi ce dont la voile a besoin. Un beau message qui est envoyé à toutes les femmes et jeunes filles qui ont envie de faire de la voile et qui sont motivées. En tout cas, elle était attendue comme si elle avait gagné le Vendée Globe, puisqu'il y avait une foule immense on l'a vu, sur cette arrivée au Sables d'Olonne. Pour ceux qui ont pu voir cette arrivée, fantastique. On peut saluer cette performance, une jeune femme de 23 ans. Merci Mathieu, on va se donner encore rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de tout ça. On va continuer à suivre les arrivées, puisqu'on a dit qu'on irait jusqu'au bout et on va accompagner les derniers. On va continuer à avoir ton analyse, ton regard. Avec plaisir de t'entendre à nouveau la semaine prochaine. Exactement, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Mathieu, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Ici on parlait de sport avec notre invitée Annie Cressac. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport, et nous sommes ravis d'accueillir Annie Cressac, qui est la nouvelle présidente du comité départemental de Haute-Garonne de rugby. Bonjour Annie. Bonjour. Et on aura, pour l'accompagner et la soutenir dans cette interview, notre ami Bernard Pujol, qui est élu aussi au comité et qui nous accompagne avec grand plaisir. Bonjour Bernard. Bonjour à tous. Annie, on va commencer cette rencontre. D'abord, on est très content de vous recevoir. On va d'abord aussi vous féliciter, parce que c'est aussi un honneur d'avoir la présidente qui est, j'ai noté, élue présidente du comité départemental de rugby, devenant ainsi la première femme à occuper ce poste. Vous avez été élue donc par les présidents des clubs de rugby du département, avec 88,26% des voix pour un mandat de 4 ans. C'est ça. Waouh. Eh ben, bravo, félicitations, ça fait bien plaisir. Alors, on va justement, avant de commencer, vous demander quelques mots de nous présenter votre parcours personnel, professionnel, si vous avez joué au rugby ou pas. Voilà. Déjà non, j'ai pas joué au rugby. Mais mon parcours, c'est que moi je sors d'une famille de rugbyman, et donc j'y suis née dedans, et mes enfants ils sont dedans aussi, et voilà. Donc ça pousse en mêlée à la maison. C'est ça. Alors qu'est-ce que ça représente finalement pour vous, cette élection en tant que première femme présidente du comité départemental de Haute-Garonne ? Pour moi c'est un honneur qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis aussi, je pense, du tracas à venir. C'est du beau tracas. Oui, c'est du beau tracas. Ça doit faire plaisir aussi à la maison quand même. Ils vous aident, ils vont pousser un peu avec vous. Mais ils sont chacun chez eux maintenant. Oui, mais enfin ils vont soutenir. Oui, bien sûr. Le rugby c'est une grande famille. Oui. Donc en fait tout le monde va pousser dans le même sens. Exactement. Vous avez
préparez certains objectifs, parce que prendre une mandature de 4 ans, c'est du boulot. Et donc avec votre équipe, parce que bien sûr, on associe toujours l'équipe, c'est l'esprit rugby. J'ai envie de vous proposer qu'on les détaille un peu ensemble pour apprendre un peu, voir un peu quel va être le parcours, ce que vous proposez dans le département pour le rugby. Alors, un des premiers points de cet accompagnement des clubs, c'est soutenir, accompagner l'ensemble des clubs de Haute-Garonne. Ça veut dire quoi, ça? C'est comment vous comptez accompagner ces clubs de Haute-Garonne? Nous, on va les accompagner en mettant un élu par secteur qui sera en charge entre les CD et les clubs. La communication CD, passera comme ça. Les comités de district, CD, ça veut dire? Comité départemental. Voilà. Et les clubs. Je vais faire répéter, Pardon. mais c'est dans votre jargon, mais l'auditeur, il a besoin de comprendre un CD, il va rester à l'ancienne, il va se dire c'est quoi un CD. Donc merci, merci Annie. Alors, ça c'est un premier point, il y a autre chose de prévu? Dans l'immédiat, non, parce qu'on a quand même 4 ans. Là, on est parti sur la première année. On prend les premières infos. C'est ça. Donc voilà, vous avez bien compris, on va vous aider et vous apporter l'aide avec des élus. Sur le plan sportif, alors, mise en place de détection et sélection pour les filles et les garçons, organisation de finale départementale pour les seniors et les jeunes, promotion de l'arbitrage et soutien aux écoles de rugby. Finalement, quels seront ces moyens mis en place pour repérer et accompagner les jeunes talents, filles ou garçons? Alors, concernant les détections et sélections, nous organisons des journées de détection en catégorie M14, M16, M19 pour les garçons et F15, F18 pour les filles. Nous demandons au club de nous fournir des jeunes à fort potentiel pour sortir un groupe pour les sélections de la Haute-Garonne. Alors, ça va amener au final départemental. Et comment vous comptez dynamiser ces finales départementales seniors et jeunes? Comment vous allez les animer? Comment vous voulez les booster un petit peu? Alors, si vous voulez, c'est pas nous qu'on les organise. C'est chaque département va présenter un groupe de filles et de garçons et qui vont jouer contre des oppositions d'autres départements. Donc il y a une sélection, il y a un travail qui est fait vraiment avec... Ça. Et là, c'est un encadrement sportif qui gère tout ça, qui ne sont pas forcément élus au comité départemental. D'accord. Mais ils sont bénévoles au comité départemental. Donc une détection particulière. C'est ça. D'accord. Beaucoup d'entraînements. Voilà, il y en a encore un demain soir parce qu'il y a un match samedi, le dernier match de poule. Et voilà, donc il y a entraînement demain soir pour les U19 et mercredi pour les U16. On voit qu'elle connaît bien son sujet. Elle sait déjà comment ça va se passer. Merci Annie. Alors, bien évidemment, un point important dans le projet, le plan médical. Ça, c'est dans un sport de combat, c'est important. On en parlera plus tard d'ailleurs avec dans d'autres sports de combat. Prévention et santé des joueurs, formation spécifique et organisation de soirées à thème pour la commission médicale. Quels seront les axes prioritaires en matière de prévention et de santé pour les joueurs? Il y a un projet médical, puisqu'on a 2 nouveaux médecins qui sont rentrés au département. Ils vont faire de la formation, une organisation de formation sur World Rugby, organisation de soirée à thème, commotion cérébrale, pathologie spécifique du rugby féminin, protection et traumatisme dentaire, nutrition du rugby, prévention et addiction sur et en dehors du terrain, et traumatologie dans le rugby. Alors, quel type de formation médicale? Comment ça va se présenter? Alors, ça, c'est mon encadrement médical qui va s'en occuper et je vais être honnête avec vous, je ne sais pas. Pas encore au point, parce que tout ça, voilà. on a le sujet, mais il faut organiser. Bon, là, on n'a pas encore fait de réunion avec eux. Voilà, c'est encore... on est d'accord, c'est un cadre. On pose le cadre, on pose des idées. Après, effectivement, il faut mettre tout ça en place. Ça prend un peu de temps. On l'a dit, on a 4 ans, donc allons-y. C'est ça. Mais c'est important de poser au moins le cadre de tout ça. Quels sont, sur le plan maintenant développement, promotion du rugby à 5, rugby à 7 et du rugby en entreprise, comment souhaitez-vous promouvoir ce rugby à 5, 7 ou en Haute-Garonne? Alors ça va être de la continuité parce que ça existait déjà. Donc on a une personne qui gère tout ce qui est rugby à 5, rugby à 7 et le rugby entreprise. Rugby entreprise qui marche bien. Tous les ans, on organise en fin de saison un tournoi de rugby entreprise. Et comment vous souhaitez le promouvoir? Quelles vont être les actions pour ces différentes disciplines? Parce qu'en fait, ce sont des disciplines qui sortent du rugby à 15. Et comment vous voulez faire ces promotions? Quelles sont les idées sur ces différentes disciplines? Alors là, il est organisé régulièrement des tournois. D'accord. Que ce soit du rugby à 5 à 7, des tournois qui sont réguliers au moins une fois par mois. Le rugby en entreprise, vous travaillez avec la fédération du sport en entreprise? Non, pas du tout. Pour l'instant, non, voilà. Enfin, on travaille avec des grosses entreprises qui sont très preneurs du rugby entreprise. Au pays de l'Ovalie, c'est un peu normal. C'est ça. Hein, bon, Bernard, tu ne veux pas me dire le contraire? Non, bien sûr que non. Nos amis des entreprises, nous sommes des gens d'entreprise.
Et ils savent que nous sommes des entrepreneurs. Donc, ils ont besoin, leur personnel aussi, dans ce registre des rugby dits de loisirs. À côté du rugby à 15, qui est notre maîtresse, notre cœur de métier, le rugby à 15. Et les gens, quels que soient les sports, les activités, ont besoin de loisirs et nous devons leur offrir effectivement, au travers du 5, du 7, le droit à jouer, hommes et femmes, dans les entreprises, ailleurs, partout. Et on a bien structuré. Et Annie a charge de développer ce qui a déjà été entamé et qui procure et qui fait procurer du dynamisme, de l'envie, du lien social, y compris dans les entreprises. Et alors un autre point, c'est le Rugby Social Club avec notamment les interventions en milieu scolaire, le développement du rugby dans les quartiers, sport adapté et rugby santé. Comment le comité va-t-il renforcer la présence du rugby en milieu scolaire ? Alors, aujourd'hui, on est quand même bien placé au niveau du rugby scolaire parce qu'on intervient toutes les semaines, 3-4 fois par semaine sur des écoles. Alors c'est surtout sur Toulouse pour l'instant. On n'a pas fait encore les écoles qui sont en dehors de Toulouse. Voilà, parce que ce sont nos salariés qui interviennent dans les écoles. Et quels programmes sont prévus pour le sport adapté et le rugby santé ? Alors là, c'est pareil, un programme, il n'y en a pas. Il y a déjà en Haute-Garonne 4 clubs qui travaillent sur le rugby adapté et nous avons 2 clubs qui sont sur le rugby santé. On espère que d'autres clubs vont se greffer surtout sur le rugby santé. Il y a un club qui est venu nous trouver, nous demander comment il faut faire. Donc on les a orientés pour créer une section rugby santé. Voilà. Et parmi ces nombreux objectifs, il y a aussi le plan d'orientation stratégique avec l'élaboration de nouveaux plan d'orientation stratégique sur 4 ans afin d'être en conformité avec la Fédération française de rugby à compter de septembre 2025. Quels seront les grands axes de ce nouveau plan d'orientation stratégique Alors, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre parce qu'on a une réunion concernant justement le POS la semaine prochaine. Et là, on va nous dire les axes qu'il va falloir tenir pour élaborer le POS. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Je reviendrai juste sur le sport adapté. Ça comporte aussi le rugby fauteuil. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Ça, c'est pas trop la ligue, enfin le département. C'est plutôt la ligue qui le gère ça. Voilà. Nous au département, je sais qu'il y en a, puisque moi j'en ai vu qui viennent à la maison du rugby, sur les terrains de la maison du rugby, mais nous département, on n'est pas encore dessus, quoi. C'est pas encore votre partie. Non. Alors on vient de vivre, là c'est toute la partie amateur, sport amateur, dans lequel vous attrapez tout ça et il y a énormément de travail à faire et on vous souhaite que ça marche et que les gens qui nous écoutent se disent le rugby est bien structuré. J'ai un petit peu envie de poser une question d'actualité puisqu'on est un peu dedans et que vous avez vécu, comme nous tous, ce qui s'est passé ce week-end. Quel regard une présidente comme vous porte sur ce fameux tournoi Destination ? Alors pour moi, le tournoi Destination, il faut qu'il existe. Les résultats sont ce qu'ils sont. C'est vrai que cette défaite de samedi est très décevante. Mais bon, après, comme dit Thomas Ramos, il faut se remettre dans le droit chemin. Et il faut penser à ce qui va venir et puis aller jusqu'au bout de leur projet. Il faut qu'ils y arrivent. Voilà. Un petit pronostic en tant que présidente pour le match avec l'Italie-France ? J'espère bien que c'est la France qui va gagner. Malgré que j'adore Capuzzo. C'est un Italien, ils ont leur charme, les Italiens. C'est ça. Alors, justement, on parle de charme. J'ai envie de vous poser une question à vous, la femme, qui est maintenant à cette place-là, c'est important. Quelle vision vous portez sur les femmes dans le rugby ? Alors, au sens large, je veux dire, je ne parle pas forcément uniquement que des joueuses, mais quelle vision vous avez de la femme dans le monde du rugby ? Qui est un peu considéré pendant quelques temps comme un peu machiste, on va dire. Et aujourd'hui, ça a évolué de ces derniers temps. On en reparlera avec Bernard, mais vous-même. Alors moi, aujourd'hui, c'est vrai que déjà, quand j'ai monté ma liste, je souhaitais qu'il y ait davantage de femmes que ce qu'il y avait. J'y suis arrivée. J'aurais bien aimé qu'il y en ait d'autres, mais bon, c'est un peu compliqué de trouver du bénévolat, surtout à ce niveau. Voilà. Mais bon, c'est vrai que les femmes, on a besoin de nous, parce que je m'aperçois que si on n'est pas là, voilà. Dans le rugby, les bénévoles, moi je remarque, c'est beaucoup surtout, je vais parler, les bénévoles qui sont dans les clubs, il y a quand même énormément de femmes. Il y a énormément de femmes qui s'investissent en tant qu'éducatrices de jeunes enfants. Voilà, et j'espère que ça va continuer, que ça va évoluer vers le haut. Selon vous, ça a changé quand même au cours des dernières années ? Oui. Ah oui, c'est plus comme avant. Est-ce que le fait qu'il y ait des femmes qui jouent aussi au rugby, que le rugby se soit développé, ça a aussi changé le regard ? Ah bien sûr. Moi, j'ai été bénévole dans un club pendant 25 ans. Je peux vous dire, il n'y avait pas d'éducatrice dans ce club, quoi. Maintenant, il y en a énormément.
Donc ça a son importance. Bernard, Bien un sûr. petit commentaire? Oui, mais Annie le sait, il y a trop longtemps qu'on est ensemble et toute la place que méritent les dames dans notre activité. Elles y ont toujours été quand même. Oui, on est macho dans le rugby, hein, c'est un sport de contact, c'est un sport un peu viril, où on laissait peu de place. Nos amis judokas en parleront aussi. On ne leur offrait pas ces moments de violence et de combat. Mais elles ont le droit et puis elles savent combattre, elles savent se hisser au plus haut niveau. Et dans le rugby, elles y étaient déjà. Moi qui suis un vieux pratiquant avec bientôt 60 ans d'arriéré, on a toujours eu les dames dans les dirigeantes. Certes, elles nous faisaient les bons petits plats d'avant-match, elles étaient un peu tutues, elles ne se mettaient pas en avant. Mais elles étaient déjà là, bien respectées. Et la pratique, effectivement, a boosté, parce qu'effectivement, nos plus jeunes ont le droit de rentrer sur la pelouse, ont le droit d'être ensemble, ont le droit de souffrir ce combat qui était réservé qu'aux mecs. Mais non, elles proposent un autre rugby, moins masculin, mais qui apporte de la grâce, de l'élégance. Et puis, elles nous font bien se tenir aussi. Nos chansons à boire sont plus poétiques, on a moins d'écart. Et ça, on doit le saluer. Et on peut en remercier les dames et Madame la Présidente. Annie, un dernier message Oui. de maman, de femme. Qu'est-ce que vous diriez à des parents qui aujourd'hui se posent la question de savoir s'ils vont mettre ou pas leur enfant au rugby? Pour moi, j'aurais même pas réfléchi, quoi. Puisque moi, mes enfants, ils ont commencé à faire du foot 1 an, et après ils m'ont dit, maman, on va au rugby. Donc voilà, pour moi, le rugby, c'est quelque chose que, voilà, c'est incontournable pour moi. Ah, si je puis, Annie, te couper, dire que quand on dit le slogan n'est pas trop fort, mais on est convaincu que, et tout le monde le sait, qu'en rugby, on n'est pas les meilleurs, mais ce que l'on veut pour règle, c'est de construire des gens et des hommes avant de parler de sport. Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Qu'est-ce que j'avais dit? Tu as dit des hommes, tout simplement. Donc, je me permets de rajouter la petite phrase. Ça me reprend. Oui, mon ça me Bernard. reprend, ça Allez, me reprend, vas-y, effectivement. refais-le, Bernard. Et donc, je redis, effectivement, oui, ça n'exclut personne. Et tout jeune, c'est moi pour le collectif. C'est le secteur socio-éducatif qui nous anime. On veut construire d'abord des hommes avec des valeurs, l'engagement, la parole donnée. Et ça marque très fort. Et puis, le slogan, il paraît un peu désuet, mais c'est l'école de la vie, quoi. Le rugby, c'est l'école de la vie. Un grand merci à tous les deux pour votre témoignage dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour l'ensemble de vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci beaucoup. À vous aussi, bonne soirée. Et tout de suite, nous retrouvons Thibaut Vergne pour la chronique Sport et professionnalisation qui nous parle des métiers de maître nageur sauveteur et de surveillant de baignade. Et si on parlait de sport, la chronique. Et nouvelle chronique sport et professionnalisation avec Thibaut Vergne, chargé de communication chez Profession Sport Animation 31. Et cette fois-ci, nous allons vous parler des métiers de maître nageur sauveteur et de surveillant de baignade. Bonjour Thibaut. Bonjour Laurent, merci Alors, de me recevoir. Aujourd'hui, tu vas nous parler un peu de l'accompagnement des piscines, principalement des maîtres nageurs sauveteurs et des surveillants de baignade. Alors effectivement, aujourd'hui on va vous présenter les métiers de maître nageur sauveteur et de surveillant de baignade. Pour le métier de maître nageur sauveteur, on l'appelle plus communément MNS, il a une double fonction. La première responsabilité, c'est la sécurité des baigneurs, où là il va surveiller les bassins, les piscines, les plages, tous les lieux de baignade, pour prévenir tout incident et intervenir en cas de besoin. La deuxième facette de ce métier, c'est l'enseignement de la natation, où là, il travaille avec des publics très variés, des bébés nageurs aux seniors. Ils peuvent même entraîner sur des niveaux de compétition. Donc ce rôle de maître nageur sauveteur va bien au-delà de la simple surveillance. Est-ce que ce métier aujourd'hui évolue dans le temps et les demandes des clients ? Absolument. Les attentes des clients, comme pour d'autres métiers, ont beaucoup changé ces dernières années. Ils sont de plus en plus orientés, par exemple, vers des métiers de bien-être et de santé, sur de l'animation un peu ludique. En tant qu'MNS, ils doivent donc être capables d'encadrer et d'animer des séances d'activités aquatiques variées. On peut penser à l'aquagym, à l'aquabiking, l'aquacircuit ou encore l'aquawalking. Donc voilà, ça demande une grande capacité d'adaptation, un apprentissage constant. Donc c'est une variété énorme de possibilités qui se développent finalement aujourd'hui dans notre société un peu moderne, ludique. Donc il y a de l'avenir dans cette profession-là, j'imagine, ça a l'air d'être passionnant. Et la question c'est où est-ce qu'on peut exercer ce métier principalement ? Alors les débouchés, ils sont plutôt nombreux et diversifiés. On peut travailler dans des clubs de natation, évidemment, dans des associations, des clubs de remise en forme, qui ont des bassins évidemment,
ou encore des entreprises gestionnaires en délégation de services publics. Il y a évidemment aussi beaucoup d'opportunités avec les collectivités territoriales, voire même avec les particuliers. L'avantage de ce métier, c'est qu'on peut exercer dans des environnements très, très différents. Les piscines couvertes, les piscines découvertes, les plans d'eau intérieurs, les littoraux. Alors vous avez compris que si vous avez envie de faire des métiers dans l'eau, les pieds dans l'eau, n'hésitez pas, rejoignez cette profession-là. Justement, quelles formations sont nécessaires pour devenir maître nageur sauveteur ? Alors au sujet des formations, il y en a plusieurs qui confèrent le titre de maître nageur sauveteur. On peut penser en premier lieu au BPGEPS activité aquatique et de la natation. Donc BPGEPS, brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Là, c'est une formation de base, mais on peut se développer après sur des niveaux supérieurs. Donc le DEGEPS, diplôme d'état, perfectionnement sportif, mention natation course par exemple, où il y a encore des licences en faculté de sport spécialisées sur les activités aquatiques qui existent. Là-dessus, en tant qu'MNS, on est soumis à 2 obligations. La première, c'est la révision quinquennale du CAEP-MNS. Donc CAEP-MNS, c'est le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur sauveteur. Et il y a aussi la révision annuelle du PSE1, le premier secours en équipe, pour être toujours à jour dans nos compétences de secours. Oui, donc c'est important d'avoir ces compétences et d'être resté dans le coup, comme on dit quand même. Exactement. On a parlé de maître nageur sauveteur. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il en est du fameux surveillant de baignade, la petite différence entre les deux ? Eh oui, alors le surveillant de baignade, lui, il a un rôle très spécifique. Contrairement au MNS, ils n'ont pas le droit d'enseigner la natation. Donc ça, c'est le gros point qui les différencie. Leur mission principale, eux, c'est de veiller à la sécurité des baigneurs, que ce soit dans des piscines, sur des plages et différents lieux de baignade. Donc là, eux, ils ont un rôle essentiel, c'est de préparer l'espace de baignade, de surveiller attentivement la baignade, de faire respecter toutes les règles de sécurité, d'administrer éventuellement les premiers secours en cas de blessure ou de noyade. Donc ils ont un rôle très important dans la prévention des risques en informant et en conseillant les usagers. C'est toutes ces personnes qu'on voit régulièrement sur nos plages l'été, qui s'occupent de nous et qui nous secourent ou qui nous aident ou qui nous conseillent à l'occasion. Voilà, donc ce sont donc des responsabilités importantes. Quels sont les débouchés pour les surveillants de baignade ? Alors ils peuvent travailler beaucoup pour des collectivités territoriales qui sont gestionnaires d'équipements de baignade, des entreprises en délégation de services publics, des associations ou même dans des services départementaux d'incendie et de secours. Là-dessus, sur les surveillants de baignade autant que les maîtres nageurs sauveteurs, ce sont quand même deux métiers où il y a des carences de postes. Donc c'est quand même un sujet important. Et donc sur le niveau de surveillant de baignade, la formation requise, c'est soit le brevet de surveillant de baignade, et là on va être sur de la surveillance uniquement en accueil collectif de mineurs. Et le second niveau, c'est le brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique, qu'on appelle BNSSA, qui est très connu, où là on peut intervenir sur de la surveillance en tout lieu de baignade. Là-dessus aussi, il y a des stages de recyclage pour maintenir les compétences à jour. Merci Thibaut pour cette présentation donc très détaillée de ces métiers essentiels. C'est rassurant de savoir qu'il y a des professions dévouées et bien formées pour surveiller nos baignades. Donc vous, les auditeurs, si vous êtes passionnés par l'eau, la sécurité, peut-être que l'un de ces métiers est fait pour vous. Alors n'hésitez pas à contacter Profession Sport Animation 31 ou le GDOS 31 qui pourront vous renseigner pour voir si vous avez la compétence pour faire ce type de métier. Merci Laurent, c'est un métier passionnant. Venez, rapprochez-vous des BPGEPS activités de la natation. Merci, à bientôt. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps.
Retour dans l'émission et si on parlait de sport, nous avons le plaisir d'accueillir David Setbon, alias Le Bison, entraîneur de tennis au club d'Aussonne. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien. Avant Merci de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire quelques mots sur ton parcours personnel et sportif ? Alors, moi j'ai commencé le tennis à 7 ans et j'ai joué plutôt au départ en loisir et j'ai commencé vraiment la compétition sur le tard, vraiment vers 18-19 ans où j'ai dit à mes parents après le bac, je voudrais maintenant m'investir vraiment dans la compétition, le tennis à fond parce que c'était ma passion depuis mon plus jeune âge. Et alors on t'appelle le Bison, est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce surnom ? Oui, je vois que vous êtes bien renseigné. Ce nom, ça date d'il y a environ 20 ans, une vingtaine d'années facilement. Je sortais d'un match où, vous savez, c'est ce genre de match où moi j'étais j'étais attaquant en plus. Je tapais dans tout ce qui passait. Et ce genre de match où tout passe, justement. On est dans une sorte d'état de grâce. Et j'ai gagné ce match et je suis sorti du terrain et un de mes entraîneurs me dit « Tu t'es comporté comme un vrai bison ». Sur ce match, voilà, donc c'est resté depuis. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu as commencé le tennis très jeune, à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce sport ? Vous savez, à cet âge-là, on est souvent en train de se chercher, on cherche son sport, on essaye beaucoup de choses. Et un jour, j'ai allumé la télé et j'ai vu un joueur jouer, je crois que je sais plus quel était le tournoi, je crois que c'est Roland Garros. Et je suis resté scotché devant. Et je l'ai admiré, il avait du charisme, une personnalité incroyable. Et c'était Boris Becker à l'époque. Et j'ai dit à ma mère à l'époque, j'aimerais jouer au tennis, est-ce que tu peux m'inscrire à la rentrée ? Et alors plus tard, justement, entre 1999 et 2004, tu as joué en National 4 aux côtés de noms comme Frédéric Fontaine et Jérémy Chardy. Quels souvenirs gardes-tu de cette période ? Les plus beaux souvenirs de ma vie en tant que joueur de tennis, tout simplement, parce que j'ai pu évoluer pendant ces 5 années dans le haut niveau, tout simplement, en championnat de France, et ils m'ont énormément appris. Ils m'ont énormément appris dans ma façon de voir le tennis, de haut niveau, dans l'enseignement aussi. Je voyais comment ils s'entraînaient, comment ils jouaient, et j'ai pu le retranscrire moi-même après en prenant des infos dans mes compétitions à moi, dans mes matchs à moi, avec plus ou moins de réussite, même dans la défaite. Et comme disait Nelson Mandela, je dis toujours, j'aime beaucoup cette phrase, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et alors en 2005, tu obtiens ton brevet d'état d'éducateur sportif, puis le diplôme d'état de professeur de tennis. Pourquoi ce virage vers l'enseignement ? Vous savez, comme beaucoup de professeurs ou de jeunes passionnés de tennis, quand j'étais jeune, je voulais être joueur de haut niveau, je voulais être joueur professionnel. Mais j'ai très vite compris que pour être joueur professionnel, il ne s'agissait pas que d'avoir du talent ou des qualités physiques, techniques, etc. Il fallait faire beaucoup de sacrifices. Et moi, clairement, je n'étais pas prêt à faire ces sacrifices. J'en ai eu conscience. Donc, je me suis dit, mais en tout cas, qu'est-ce que je vais faire ? Moi, mon but, c'était de rester dans le tennis, quoi qu'il arrive. Et je me suis dit, quoi de plus beau, au final, que de transmettre ma passion. Alors justement, aujourd'hui, tu enseignes au club aussonnais depuis 12 ans. 14 même maintenant. 14 ans, pardon. Il n'y a pas de souci. Et en fait, il y a deux questions. D'abord, pourquoi ce club d'Aussonne ? Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de ce club d'Aussonne ? Et puis, qu'est-ce qui te motive au quotidien ? Alors, pourquoi le tennis club d'Aussonne ? C'est un véritable coup de chance parce que, en fait, pour des raisons personnelles, je suis venu, j'ai dû trouver un club pour venir ici en 2011 et je suis tombé sur le tennis club d'Aussonne avec une dame charmante, la présidente de l'époque qui m'a accueilli et qui m'a fait confiance. Et aujourd'hui, si j'y suis encore, c'est tout simplement parce que, bon, déjà, je m'y sens bien, tout simplement. Je suis un public maintenant depuis plusieurs années. Je retrouve beaucoup d'élèves qui re-signent chaque année en fait au club. Et d'ailleurs, nous, en tant que professeurs de tennis, vous savez, on est souvent mis en lumière, on est un peu considéré par les adhérents comme le pilier du club, mais moi je trouve ça aussi, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point le bureau est important. Le bureau avec des membres qui sont, dans mon club, bénévoles entièrement, qui investissent de leur temps, en plus de leur vie personnelle et professionnelle, et ils sont un peu dans l'ombre, et honnêtement, ils y sont pour beaucoup dans l'évolution du club. Monsieur Julien Ferré. Eh ben, on le salue, on lui fait un petit coucou là-dessus, c'est sympa. Alors, qu'est-ce qui te motive finalement au quotidien dans ce club ? Ton travail, qu'est-ce qui t'a motivé ? Passer à l'enseignement, comme on vient de le voir, là, il faut te motiver tous les jours. Alors oui, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce que les horaires en plus sont décalés. Je travaille beaucoup en soirée. Ce qui me motive, tout simplement, moi je pense que déjà la première des choses, c'est la passion du jeu, la passion de ce sport qui m'anime depuis tant d'années, et j'ai envie de voir évoluer mon club. Quand je suis arrivé en 2011, le club comptait environ 90 adhérents. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 150. Donc c'est vrai que sans avoir changé de structure, et voilà, j'ai dû m'aider d'ailleurs de pas mal d'initiateurs qui ont passé des formations parce que je ne pouvais plus gérer moi tout seul.
tout seul. Et j'ai envie de voir encore ce club évoluer parce que je le considère comme mon club de cœur aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs cours pour ceux qui sont intéressés. Donc, le club d'Aussonne, il y a 3 terrains et qui sont à l'extérieur. Tout à fait. Et un petit peu possibilité de s'entraîner à l'intérieur. Et il y a un gymnase, effectivement, ouais, tout à fait, mais 2 créneaux par semaine. Voilà, pour le moment. Pour ceux qui... Alors, tu parlais d'évolution tout à l'heure du tennis, depuis sa création du 19e siècle. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce sport et surtout nous dire comment tu perçois les changements récemment au 21e siècle? Il y a eu pas mal de choses. Alors oui, en plus, c'est vrai que on dit que le tennis est arrivé au 19e siècle. Ça, c'est vraiment le tennis moderne, ce qu'on appelle. Mais en fait, si on écoute les historiens, le tennis est arrivé bien avant, même dans la France médiévale. Il paraît, je crois, dans le nord de la France, ou vers le 12e siècle, où c'était le jeu de paume. C'est l'ancêtre donné, le fameux jeu de paume. Qui existe toujours. Qui existe toujours, qu'on appelle la courte paume. Maintenant, c'est un dérivé. Voilà, tout à fait. Où les joueurs jouaient avec la paume de la main. C'est pour ça qu'on a appelé ça comme ça. Les raquettes sont arrivées qu'au 16e siècle. Et après, au 19e siècle, donc le tennis moderne. Et c'est quand, d'ailleurs, le tennis c'était un jeu au départ. Il est devenu professionnel qu'en 1926, de mémoire, avec il y avait Suzanne Lenglen qu'on connaît en France, un nom qui porte son nom, un terrain qui porte son nom, que vous connaissez et que tout le monde connaît. Central, oui. Voilà, donc il y avait un promoteur en fait qui avait lancé une tournée de joueurs professionnels, donc ça est arrivé à ce moment-là. Et en termes d'évolution, après évidemment, on sait très bien qu'il y a eu le matériel. Le matériel qui a énormément évolué, on se souvient des raquettes en bois, des fameuses raquettes en bois, etc. Donc aujourd'hui, les raquettes sont plus tous les mêmes. Et les terrains. Les terrains, j'allais dire les surfaces, les surfaces. Aussi, oui. Avant, à l'époque, il y avait qu'une seule surface, c'était le gazon. Ça a été surtout en Angleterre. Et aujourd'hui, donc la vitesse des rebonds, la hauteur. Nos amis anglais ont gardé le gazon et nous on a récupéré le terrain. Exactement, tout à fait. Donc la surface et les surfaces ont changé, donc les joueurs ont été constamment obligés de s'adapter finalement. Et dernière chose, je dirais que forcément l'évolution, c'est aussi le joueur lui-même. La taille des joueurs n'était pas la même avant, les physiques sont pas les mêmes. Les physiques, parce que maintenant on parle énormément de préparation physique, mais la préparation physique n'était pas d'actualité. Il y a chez les hommes et chez les femmes, on voit bien qu'il y a une vraie évolution aussi. Exactement. Chez les femmes aussi de ce côté-là. Ouais. Exactement. Pour moi, il y a vraiment un précurseur. C'était à l'époque, ça arrivait pour moi la préparation physique vraiment avec ce principe de récupération derrière avec les massages, etc. C'était Ivan Lendl dans les débuts des années 80. Vous voyez, voilà. Avant, on n'en parlait pas. Alors, on continue de parler d'évolution. Le tennis donc fait partie des sports de la Fédération française de tennis. Donc, on parlait de ces évolutions diverses. Aux côtés donc du paddle, du beach tennis, du paratennis, de la courte paume et du pickball. Est-ce que tu pratiques ou tu enseignes aussi ces disciplines-là ou est-ce que tu peux nous en dire 2-3 mots quand même? Bien sûr. Alors, la courte paume, le beach tennis, je l'ai vu. J'ai vu jouer, mais je n'y ai jamais pratiqué encore. Mais je m'y suis intéressé, c'est normal. Ça fait partie de la Fédération française de tennis. Et le pickleball est très en vogue en ce moment, mais je n'y ai pas encore joué. Par contre, le paddle, vous savez, on connaît l'essor qu'a pris le paddle ces dernières années. C'est un vrai phénomène. Et du coup, je m'y suis intéressé, j'y joue beaucoup et j'ai obtenu mon DFMP, c'est le diplôme fédéral de moniteur de paddle, en mai dernier. Donc, il faudrait nous faire tester ça, hein, Pauline. On ira se faire un petit cours de paddle. Avec grand plaisir. Avec David. Avec plaisir. Et tu pratiques un peu, non? Ou tu enseignes? Je le pratique. Alors malheureusement, je l'enseigne pas encore véritablement parce qu'il faut des terrains, il faut être accepté en tant que professeur. Ouais, c'est ça. Et les places sont chères parce que beaucoup de professeurs de tennis se tournent maintenant vers le professorat de paddle. Ouais, parce que c'est un sport qui est en train de... Alors, est-ce que ça va pas faire un peu d'ombre au tennis quand même sur la c'est la question grande... qui fâche peut-être? Si, ouais, c'est la grande question. Alors, c'est la grande question. Moi, j'ai pas trop la réponse. Je dirais oui et non parce que le paddle est un sport qui est beaucoup plus accessible au début. C'est-à-dire que ça peut attirer plus de profils de personnes. Le tennis étant beaucoup plus technique au début. Donc je ne sais pas, ça reste quand même deux sports très différents pour moi. Voilà. C'est pas un problème économique non plus, parce que quelque part les terrains de paddle sont plus courts, plus petits. Est-ce qu'il n'y a pas cette notion-là aussi qui peut être attirée par rapport à des investissements, on va dire? Tout à fait. Bien sûr, ça joue aussi un terrain de paddle. Moi, ça serait dans mes projets et j'aimerais bien. J'ai voulu proposer cette option pour le futur aussi auprès de la mairie d'Aussonne pour pouvoir intégrer des cours de paddle parce que c'est l'évolution clairement d'un prof de tennis aujourd'hui et du sport en général parce qu'il y a des gens qui jouent au paddle mais qui ne viennent pas du tennis d'ailleurs.
Tout à fait. qui joue. Donc oui, ça serait. Et puis on peut aujourd'hui le visionner beaucoup plus facilement qu'avant, puisqu'il y a des émissions, soyons clairs, hein, on le voit bien en télé maintenant, il y a des voilà, exactement. C'est de plus en plus médiatisé, même télévisé. Il y a le World Paddle Tour d'ailleurs on attend quand même que nos Français ils nous montrent quelque chose, parce qu'on est toujours à la ramasse dans ce sport. On sait que les Espagnols, les Argentins sont très forts dans cette discipline. Tout simplement, mais parce qu'on y est arrivé beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tard. Eux, ils y sont depuis beaucoup plus tôt. C'est vrai que c'est arrivé d'Amérique du Sud et d'Espagne. C'est ça. Et même d'ailleurs, en Espagne, au départ, c'était beaucoup les femmes qui jouaient. Ça a attiré beaucoup les dames et après les hommes s'y sont mis. Mais il faut rattraper le retard. Bon, on va revenir un peu dans l'actualité sportive, parce qu'il y a quand même un événement qui vient de se passer. Je voudrais avoir ton regard de sportif. Justement, tu as tapé un peu dans le haut niveau. La France vient de remporter une très belle victoire face au Brésil. Alors, c'est pas du football, c'est du tennis. Mais on a fait un 3-0 qui nous a permis de qualifier. Quel regard tu portes sur cette actualité des Coupes Davis et globalement de nos Françaises et nos Français dans le tennis? Bien sûr. Alors, bien sûr, c'est très bien. C'est une belle victoire. Il ne faut pas qu'il s'arrête là, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros potentiel dans cette équipe. On a vu partir une génération dorée avec un peu plus il y a quelques temps avec Joe Wilfried Tsonga, Simon. On a encore quelques jeunes comme mon fils qui est encore là. Quelques jeunes, il y a le dinosaure qui est toujours là, mais bon voilà, on sait que c'est de courte durée. Gasquet qui s'en va à Roland-Garros, qui va faire ses adieux à Roland-Garros. Et aujourd'hui, on a des jeunes là qui représentent la Coupe Davis, comme Mpetshi Pericard, Arthur Fils et Hugo Humbert, qui sont jeunes, qui ont 21 ans, et Hugo Humbert, je crois un peu plus, 26 ans, et qui sont entre 17e et 30e mondial. Donc je veux dire, il y a quand même 3 joueurs représentés par la France qui sont 2 dans le top 20, 1 dans le top 30. Il y a de quoi faire, ils sont jeunes et il faut les laisser un petit peu évoluer et finir leur progression, bien sûr. Et alors, parle un peu des filles quand même. Bien sûr. En ce moment, c'est un petit peu dans le creux de la vague, on va dire. Tout à fait. Avec notre Garcia qui a du mal aussi à regagner. Elle vient de gagner un match, c'est bien, mais on sent que dans ce sport-là, plus que peut-être ailleurs, il y a un problème de mental. Bien sûr. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tout à fait, parce que en fait, en tant qu'enseignant, on le voit au quotidien. Enseigner dans le tennis féminin ou dans le tennis masculin, on n'a pas du tout la même approche. Chez les femmes, il y a beaucoup plus de sensibilité et d'anxiété, déjà, à l'approche de la compétition. C'est-à-dire que, justement, on parle des émotions, elles arrivent et elles peuvent envahir davantage. Donc, c'est difficile à gérer. Et il faut trouver les solutions pour que chacun trouve un peu son compte dans sa formation mentale, au final. Parce qu'on ne peut pas entraîner une personne A et B de la même manière. C'est pas possible, en fonction de son caractère. Ça rejoint ce que tu disais aussi tout au début de cette interview sur le problème du sacrifice qu'il faut être capable de faire, et tout le monde n'est pas forcément capable. On peut être très bon joueur de tennis, mais il y a certaines choses qui doivent être très compliquées dans la tête aussi des garçons comme des filles, mais qui doivent être presque perturbants chez les femmes. C'est très perturbant, surtout que vous parliez de Caroline Garcia. Caroline Garcia, c'est quelqu'un depuis plusieurs années qu'on attend énormément, qui a fait d'ailleurs, qui a joué les premiers rôles pendant un bon moment, mais à un moment donné qui a été rattrapé un peu par la pression, une fois qu'elle a été un peu plus attendue. Quatrième mondial à un moment donné. Quatrième mondial au Masters. Elle a participé au plus grand tournoi du monde, au Masters, etc. Mais à un moment donné, je crois que la pression, en tant que favorite, finalement, elle n'a pas su peut-être suffisamment la gérer. Mais c'est pas facile. Alors, ça m'amène justement à une question, on vient de l'effleurer, mais t'as pas été uniquement un joueur de tennis, t'es aussi quelque part un écrivain, puisque tu t'es lancé dans la rédaction, dans l'écriture d'un livre qui s'appelle L'influence des émotions. Donc on vient de toucher du doigt un peu ça, effectivement, quand on est face à un terrain, face à un adversaire avec tout un public autour, on doit gérer ces fameuses émotions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce livre ? Bien sûr. Alors c'est un livre que j'ai écrit il y a environ 2 ans et 1 an et demi, et qui j'ai franchi ce cap particulièrement pour mon club, parce que mes élèves, justement, j'en avais marre de voir mes élèves me dire David, j'ai encore craqué, j'ai encore cédé, j'ai encore lâché. Et j'ai dit mais c'est normal, le mental prend tellement de tâches de qualité dans un match que c'est essentiel. Donc je peux pas vous prendre un par un, donc je vais vous écrire un livre dessus, à vous d'essayer de le lire, parce que c'est tout simplement primordial dans un match pour un compétiteur. Connaître un petit peu, j'essaie d'apporter dans ce livre des solutions, parce que c'est pas que dire voilà, j'ai donné mes expériences, j'ai donné des exemples aussi de joueurs professionnels, montrer que ce n'est pas que le tennis amateur qui est touché, le tennis professionnel évidemment est touché, sinon on n'aurait pas des Novak Djokovic qui casseraient des raquettes, Serena Williams qui, je l'ai vu en pleurs, les émotions nous envahissent à un moment donné, et on essaie de trouver des solutions pour y remédier. C'est valable dans beaucoup de sports aussi. Bien sûr, évidemment.
On peut encore le trouver, ton livre, quelque part ? Tout à fait. Bien sûr, on peut le commander sur Internet via des sites comme Cultura, Amazon, Fnac, donc sur commande. Alors, L'influence des émotions par David Sedbon aux éditions Les éditions du Net. Voilà, donc vous pouvez vous procurer ce livre si vous voulez un peu voir les influences que ça porte sur vous. J'ai envie de conclure cette interview sur les conseils que tu pourrais donner aux jeunes justement qui souhaitent se lancer dans le tennis. On est souvent à la phase où les parents se posent des questions. Est-ce que je joue pas ? Avec tout ce qui se passe, aujourd'hui, on voit que c'est tellement médiatisé qu'on se pose la question souvent si c'est pas trop dangereux d'aller dans ce sens-là. Ou voilà, comment toi tu vois les choses ? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes qui ont envie de jouer et aux parents aussi ? Alors, pour les jeunes, je dirais il faut s'armer de patience. Il faut s'armer de patience parce que beaucoup de jeunes regardent la télé et veulent jouer comme un tel très rapidement. C'est ça le problème. Donc forcément, ils sont très vite déçus et ils peuvent se frustrer. Il faut écouter leurs professeurs, il faut s'armer de patience, il ne faut pas franchir trop rapidement les étapes. Il n'y a pas d'âge pour bien jouer au tennis. Et si justement on s'investit réellement dans ce sport, après il devient merveilleux évidemment. Mais bon, c'est pas moi qui vais dire le contraire, sinon je serais pas devant vous aujourd'hui. Et par rapport aux parents, par contre, surtout pour l'avoir vécu trop de fois, essayer de les laisser vraiment s'épanouir d'eux-mêmes un petit peu, ne pas que ça devienne pas toxique, parce que des parents qui sont derrière les terrains, qui veulent intervenir, qui critiquent ou qui veulent donner des conseils, tout ça, voilà, nous on est là pour ça. On est à la fois leur coach, leur préparateur mental, on est un petit peu, voilà, c'est notre domaine. Donc en dehors du terrain, ils peuvent discuter, mais sur le terrain, il faudrait qu'ils les encouragent plus qu'autre chose. Lâchez-les. Lâchez-les et voilà, ne brisez pas leurs rêves. Et puis j'ai envie de rajouter une petite phrase qui pourrait aller dans plein de sports. Il y a un travail d'humilité à faire dans beaucoup de sports. Quand on voit le haut niveau, il y a un moment donné, il faut aussi être humble par rapport à la performance sportive. Et je crois que c'est important de le mettre en place. C'est extrêmement important. Je mets énormément l'accent dessus. J'y fais très attention dans l'enseignement, dans la réaction de mes élèves, je fais très attention, j'observe beaucoup. Mais j'ai envie aussi de leur dire, de toute façon, quel que soit ton niveau, si tu t'investis et que tu te fais plaisir, c'est pas grave. Donne-toi les moyens. Si tu veux arriver à tel ou tel niveau, donne-toi les moyens. Si tu n'y arrives pas, t'auras le minimum de regrets possible, déjà. Donc, on peut très bien s'épanouir dans le tennis sans être numéro 1 mondial, sans être joueur de haut niveau, du moment qu'on pratique son sport avec plaisir. Un grand merci pour cet échange passionnant. Bonne continuation pour l'ensemble de tes projets. Tu es le bienvenu dans l'émission quand tu veux. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Place à la chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi Destination de rugby à 15 en compagnie d'Henri Broncan et Bernard Pujol. Et si on parlait de sport, la chronique. Chaque semaine, nous vous proposons une nouvelle chronique spéciale consacrée au prestigieux tournoi Destination de rugby à 15 qui rythme le calendrier sportif de l'édition 2025 en compagnie de l'illustre joueur et entraîneur gersois Henri Broncan et Bernard Pujol. Au-delà des enjeux sportifs, ce tournoi incarne l'histoire, la rivalité et surtout la fraternité entre ces nations passionnées de rugby. Et si on parlait de sport, vous raconte semaine après semaine les moments forts et les anecdotes marquantes qui font de cette compétition un rendez-vous incontournable. Bonjour Henri, bonjour Bernard et bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors Henri, on a vécu un match Angleterre-France comme on les aime, mais on aurait aimé peut-être une autre fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ton analyse sur ce match qu'on n'aurait jamais dû perdre finalement? Non, moi je suis sincèrement choqué, justement par cette expression, on n'aurait jamais dû perdre ce match. On croit que les Anglais ont sans doute changé. Les Anglais nous ont jamais fait de cadeau dans notre histoire, ils nous en ont jamais fait en rugby et ils n'allaient pas nous en faire samedi. Et la victoire anglaise, elle n'est pas usurpée du tout. Ils nous inscrivent 4 essais. Ils ont su, alors qu'ils étaient menés à la dernière minute, nous jouer un coup à l'anglaise, quoi. C'est magnifique d'ailleurs. Et puis chez nous, c'est le drame, c'est la catastrophe. Alors c'est sûr qu'on n'a jamais aimé perdre contre eux, mais
tout simplement, il faut toute raison garder quand même. Les Anglais n'ont pas voulu leur victoire, mais pas du tout, quoi. Voilà. Et quand on voit quand même c'est au moins mon opinion, quoi. Mon opinion, et alors justement, elle est tout à fait à l'opposé de ce que je peux lire en particulier dans la presse, je peux lire dans les commentaires, dans les fans de rugby. Les Anglais, c'est une très belle équipe qui est arrivée en demi-finale de la Coupe du Monde. Rappelons-nous qu'elle avait lieu chez nous, que nous, on est arrivés qu'en quart de finale. Et ils ont perdu de très peu aussi en demi-finale. Et ils ont perdu de très peu l'autre jour en Irlande. C'est quand même une équipe qui n'est pas peut-être spectaculaire, mais qui est extrêmement efficace, quoi. Ouais, mais on se basait quand même sur ce qui s'était passé il y a 2 ans avec ces fameuses défaites. Donc on était resté peut-être un petit peu sur cette défaite des Anglais 53, je sais plus combien, il y a quelques années. On ne découvre pas quand même la mentalité anglaise, le mental anglais. Il est certain que cette défaite il y a 2 ans, il l'avait en travers, qu'il voulait se reprendre. C'est vrai qu'en première mi-temps, on les a dominés, qu'on n'a pas su concrétiser certainement cette domination, mais ça c'est le rugby, quoi. Moi je suis vraiment encore une fois très surpris par les réactions françaises, quoi. Alors que nous avons été battus d'un tout petit point quand même, quoi. On n'a pas été battus de beaucoup. Il est certain qu'on aurait pu faire certainement un petit peu mieux, mais c'est quand même une belle équipe anglaise avec de bons joueurs, pas des joueurs exceptionnels, pas de grandes stars, mais les Anglais ont joué quand même beaucoup plus en équipe que notre formation à nous. Je crois qu'on a manqué le collectif incontestablement samedi après-midi. C'est sûr que beaucoup de ballons perdus, en fait. On notait, je crois, 27 balles qui ont été perdues. Ça joue quand même dans un résultat, parce que le nombre d'essais qui auraient pu être marqués si on ne ratait pas cette dernière passe. D'accord, mais il faut parler peut-être un petit peu. C'est sûr que ces essais manqués, sont nos maladresses à nous, mais c'est aussi quand même la défense anglaise, la pression des Anglais. Et il faut savoir qu'on avait une très belle équipe en face, avec peut-être pas les joueurs exceptionnels que nous possédons, nous, mais vous savez, les joueurs exceptionnels, moi j'ai trouvé les meilleurs Français samedi, ça a été c'est les humbles, c'est le style Cross, c'est le style le pied gauche aussi, c'est eux qui ont été les meilleurs joueurs français, un peu Miafou, alors que nos stars, elles sont passées un petit peu à côté, quoi. Voilà, quoi. Elles sont passées un peu à côté parce qu'elles étaient aussi, on s'étonne que Dupont était moins brillant que d'habitude, mais il faut voir la vigilance dont les Anglais ont fait preuve à l'égard de notre Dupont. Et il est certain qu'on aura de plus en plus des équipes qui imiteront les Anglais, qui essaieront de neutraliser quand même notre plaque tournante, en sachant que Dupont ne peut pas tout faire tout seul non plus, et il a voulu trop en faire, je trouve, samedi. Est-ce que l'absence de Ntamak peut avoir un rôle aussi dans ce qui s'est passé? Bien sûr, mais après vous savez, moi je suis pas un pro Jalibert, mais la façon dont on a parlé toute la semaine de Jalibert, depuis qu'il a caressé la tête de notre troisième ligne gersois Aldry, j'ai un a priori défavorable à son égard. Mais je reconnais quand même que ce pauvre garçon, toute la semaine, qu'est-ce qu'il a pris, quoi. Les critiques avant le match, il était critiqué, quoi. Voilà. Et c'est très difficile quand même, hein, cette longue, quoi. Et il est certain que l'entente Dupont-Jalibert, c'est pas Dupont-Ntamak, Dupont-Ntamak ensemble depuis plusieurs années, ils sont dans le même club, bien entendu. Il faut pas s'attendre à ce que l'union Dupont-Jalibert soit meilleure que celle de Dupont-Ntamak. Et en plus, c'est sûr que Ntamak est quand même un bien meilleur défenseur que Jalibert, que les Anglais, qui sont très loin d'être idiots, avaient ciblé Jalibert. Ils avaient dit il y a un point faible un petit peu dans la défense française. Et je crois tout simplement que les entraîneurs auraient dû peut-être sur les touches, par exemple, sur les touches anglaises, placer Moefana en position d'ouvreur, quelque chose comme ça, et caler Jalibert, parce que cette zone-là, eh bien, il l'avait ciblé, quoi, incontestablement. Et ils sont allés le chercher et ils ont parfaitement réussi, quoi. Parfaitement.
Eh bien écoute, on va garder une note positive quand même de ce match. Il y avait 8 millions de téléspectateurs avec un pic à 9,5 millions qui ont regardé ce match. C'est un carton qui a été réalisé sur France 2 avec la rencontre la plus suivie pour les Bleus depuis le quart de finale perdu contre l'Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde en 2023. Voilà au moins un point positif de ce week-end pour le rugby. Et on va passer, puisqu'on est sur les chiffres, si tu veux bien Henri, à la balle à notre chroniqueur Bernard Pujol qui a des choses à nous raconter. Très bien. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour mon ami Henri, je me suis délecté à ton analyse et je te rejoins beaucoup. Beaucoup d'humilité et de respect nous feront beaucoup du bien pour la suite et je pense qu'on a pêché par là. Oui, le tournoi Destination, c'est aussi des statistiques. Après vous avoir livré des chiffres individuels la semaine dernière, qu'est-ce que tu peux nous dire Bernard sur cette compétition mythique sur le plan des nations depuis l'existence de cette compétition? Le tournoi des 6 nations, c'est une véritable mine d'or en termes d'histoire et de chiffres. Si on regarde les statistiques globales depuis l'existence de cette compétition, l'Angleterre et le Pays de Galles dominent avec chacune des nations 39 victoires. Les Anglais ont réussi 13 grands chelems contre 12 pour les Gallois. Et la France, dans tout ça, s'en sort comment? Elle s'en sort bien, Pauline, et on en est tous ravis. La France s'en tire très bien avec 26 victoires en 95 participations, dont 10 grands chelems. Pour mémoire, il ne faut pas oublier que la France n'a été invitée à participer au tournoi des 5 nations qu'en 1910. Ensuite, elle a été exclue entre 1932 et 1939, accusée de ne pas respecter les vertus de l'amateurisme. Mais depuis qu'elle a réintégré la compétition en 1947, elle n'a plus jamais quitté le tournoi. Elle s'y est imposée comme une grande nation du rugby. Et nos autres voisins, où en sont-ils? Alors, nos voisins, mais il faut passer un peu à la nage quand même pour certains. L'Irlande s'en sort très bien. Également avec 24 victoires de cette compétition, dont 4 grands chelems. C'est d'ailleurs l'Irlande qui détient le titre du tournoi 2024. Preuve de sa régularité ces dernières années, régularité et force. L'Écosse compte 22 victoires avec 3 grands chelems. Par contre, nos amis transalpins restent l'équipe d'Italie, l'équipe la seule à n'avoir jamais remporté la moindre édition du tournoi en 25 participations, malgré des progrès indéniables. Et le duel France-Angleterre, le fameux crunch, comme on le dit, c'est toujours un moment fort. Qu'est-ce que les chiffres nous disent sur cette rivalité? Alors le crunch, oui, c'est phénoménal, on va y revenir. La rose et le coq, respectivement emblèmes de nos nations, se sont affrontés pour le compte du tournoi à 95 reprises. L'on compte 50 victoires anglaises pour 38 victoires françaises et 7 matchs nuls. Notre première victoire face aux Anglais dans cette compétition date de 1927 sur la pelouse du célèbre stade Yves du Manoir de Colombes, sur le score, tenez-vous bien, de 3-0, grâce à un essai non transformé inscrit par Edmond Vela. Notre première victoire outre-Manche à Londres date de 1951. Pour dire tout le chemin parcouru et les progrès réalisés depuis notre équipe de France, le coq a infligé à la rose en 2023 dans l'antre hostile de Twickenham un cinglant et humiliant 53-10 avec à la clé 7 essais. Alors moi j'ai une petite question quand même qui m'interpelle. C'est quoi le crunch? Qu'est-ce que le crunch? Alors il y a speak English, mais je vais vous livrer en patois. En anglais, crunch veut dire le moment crucial. Cela démontre toute l'importance qu'accordent nos amis de la Rose à cette opposition pour le leadership en hémisphère nord. Par ailleurs, il faut saluer le titre de champion du monde des Anglais en 2003, première nation de notre hémisphère à vaincre les Blacks, Australiens ou autres Springboks, équipe de l'hémisphère sud qui règne depuis longtemps et encore sur le rugby mondial. Alors merci Bernard pour ce décryptage statisticien et historique. C'est important d'avoir tous ces chiffres et effectivement pour nos auditeurs l'occasion de remettre un petit peu en phase tout ce qui s'est passé parce que le rugby c'est aussi des chiffres mais aussi du combat. Avec plaisir Laurent. Le rugby, tu l'as dit, c'est plein de choses et c'est merveilleux. C'est autant de la passion sur le terrain que dans les chiffres. Pour conclure, et avec un peu de fierté pour pas dire cocorico, rappelons à nos auditeurs que la France a disputé néanmoins 3 finales de Coupe du Monde, mais sans aucun succès. En fait, on est une grande nation. Henri, notre cher Henri nous le rappelait, on est très fort, on est les meilleurs. Et les anglo-saxons nous y encouragent. Mais il faut rester humble, discret, parce qu'on n'a rien gagné. On va terminer cette petite chronique par un petit pronostic. Henri ou Bernard, qu'est-ce que vous me dites comme pronostic pour Italie-France ?
Henri, tu as les honneurs. Sincèrement, si nous ne battons pas les Italiens, alors là, on pourra se poser des questions. Le match quand même entre l'Italie et le Pays de Galles, c'était vraiment un ton au-dessous de celui d'Angleterre-France. Je le répète encore une fois, il faut se méfier quand même des Italiens, bien entendu, parce que déjà, quand on dispute un match de rugby, il faut toujours respecter l'adversaire, il faut se méfier de lui. Ils essaieront, bien sûr, contre nous, c'est quand même une fête pour eux, et ils feront le maximum, et on peut compter sur Quesada pour bien préparer ses troupes. Ce serait quand même, je pense, là, vraiment un problème pour le rugby français d'être battu par les Italiens. Mais, bien sûr, ça peut arriver. L'année dernière, ça s'est passé pas loin. Et il faudra faire, bien sûr, il faudra être vigilant. Parce que l'Italie, quand même, continue à progresser. Je te rejoins, Henri. Donc, je mettrai 1 euro sur l'équipe de France, effectivement, parce que y a l'écart de nos équipes. Moi, ce que j'attends, la victoire, certes, mais ce qu'il faut préparer derrière en filigrane, c'est l'Anse on Road. Les Italiens ou les Argentins sont difficiles à jouer, et pour nous particulièrement, on a du mal à s'en sortir si on ne met pas les choses en ordre. Tous les joueurs jouent dans les meilleurs championnats européens, et je voudrais pas que le Stade Olimpico de Rome ne soit qu'une promenade de santé. Moi, ce que j'attends, c'est la victoire, et surtout un grand match de l'équipe de France dans le combat qui va nous projeter en Irlande. Alors là, ça sera effectivement l'apothéose, et le match qu'on attend si on veut un peu sauver les meubles et peut-être gagner le tournoi. Un grand merci à tous les deux pour cette chronique. Rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle chronique spéciale tournoi de destination de rugby à 15 avec un débrief sur le match Italie-France. Merci à tous. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match de cette 87e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, du vendredi 7 au 13 février, il y aura du Snow Freeride World Tour 2025 à Kicking Horse Pro au Canada. Du dimanche 9 au 15 février, tennis avec le tournoi WTA 1000 à Doha. Du 10 au 16 février, du tennis avec le tournoi ATP 250 à Marseille. Mardi 11 février, du ski alpin combiné par équipe femmes à Saalbach en Autriche, toujours les championnats du monde. Et en football, la Ligue des Champions, 16e de finale, Brest-Paris Saint-Germain, match aller. Du 12 au 23 février, du biathlon avec les championnats du monde à Lenzerheide en Suisse. Et mercredi 12 février, du ski alpin, toujours les championnats du monde combinés par équipe hommes à Saalbach en Autriche. Ski et snowboard Big Air, Coupe du monde finale hommes et femmes. Et en Ligue des champions en football, 16e de finale, Monaco affronte Benfica pour le match aller. Le jeudi 13 février, du ski alpin avec le slalom géant femmes à Saalbach en Autriche. Du jeudi 13 au 16 février, automobile avec le rallye de Suède. Le vendredi 14 février, du ski alpin avec le slalom géant homme à Saalbach en Autriche. En basket et pour la Nationale 1 homme, Angers affrontera Toulouse. En rugby, Pro D2, 20e journée, Montauban affrontera Nevers. Soyons-Angoulême recevra Colomiers et Agen jouera à domicile face à Béziers. Du vendredi 14 au 16 février, cyclisme avec le Tour de la Provence. Et en judo, le Grand Slam de Bakou à Azerbaïdjan. Le samedi 15 février, du ski alpin avec le slalom homme à Saalbach en Autriche, du ski halfpipe pour la Coupe du Monde finale hommes et femmes à Calgary au Canada, du football avec la 22e journée de Ligue 1 où Toulouse affrontera le Paris Saint-Germain, en Ligue 2 23e journée Pau recevra Rodez, en football féminin pour l'Arkema Première Ligue et la 15e journée Paris Saint-Germain affrontera Montpellier, en rugby pour le top 14 et la 16e journée Perpignan recevra Castres et Toulon affrontera Montpellier, en handball et pour la 16e journée de l'Iki Molly Star League Montpellier affrontera Nantes, Aix-en-Provence jouera face à Toulouse, en volley pour la Marmara Spike League, 21e journée, Toulouse affrontera Chaumont, le Plessis-Robinson recevra Narbonne, 7 se déplacera à Poitiers, Montpellier recevra Saint-Nazaire et en Liga féminine Safower Power 6, 21e journée, Béziers recevra Vendeuvre. Et pour finir, le dimanche 16 février, en ski alpin, slalom homme à Saalbach, Autriche, toujours les champions du monde, football en Ligue 1, 22e journée, Montpellier affrontera Lyon, le rugby en top 14, 16e journée, Clermont-Toulouse. Au programme de la semaine prochaine, nous vous emmenons au cœur de la ville rose pour un événement sportif incontournable, la corrida pédestre de Toulouse. Chaque année, des milliers de coureurs envahissent les rues du centre-ville pour une course pas comme les autres. Entre compétition et bonne humeur, déguisements colorés et animation musicale, c'est un véritable spectacle qui fait vibrer Toulouse. En plein mois de juillet, que vous soyez un athlète chevronné, un amateur de footing dominical ou juste là pour l'ambiance, la corrida pédestre a de quoi séduire tout le monde. Et ce n'est pas seulement une question de sport, c'est aussi un événement solidaire qui soutient des associations locales. Alors
Alors enfilez vos baskets ou votre plus beau costume et prenez vos écouteurs pour découvrir les coulisses de cette course emblématique. Et en deuxième mi-temps, nous mettrons à l'honneur le judo, un art martial qui conjugue discipline, respect et dépassement de soi. Pour en parler, nous recevrons Eric Roussel, qui est directeur technique du club Toulouse Judo. Passionné depuis l'âge de 7 ans, Eric a gravi les échelons jusqu'à atteindre le 6e dan. Après plus de 30 ans dans le club formateur de judo, Sucy, il a rejoint Toulouse en 2014 où il dirige aujourd'hui un club florissant de plus de 580 licenciés. Avec Eric, nous parlerons de son parcours, de l'évolution du judo en France, notamment après les Jeux Olympiques et des récents succès des judokas français comme au Paris Grand Slam 2025. Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir les coulisses de ce sport fascinant. C'est la fin du match de cette 87e émission de Et si on parlait de sport. Merci à Annie Cressac, Mathieu Sapin, Thibaut Vergne, David Sedbon, Henri Broncan et Bernard Pujol pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport. Merci à tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Merci à tous nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.